Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque mois pour débattre d'un nouveau thème et je vous remercie d'être au rendez-vous. Alors, CEDRAP a été créé par des enseignants et depuis 35 ans, nous publions des outils pédagogiques pour des enseignants qui ont été créés par des enseignants. C'est donc un privilège d'être aussi proche de l'école, de la classe, des enseignants et de leurs élèves. Et c'est en connaissant les difficultés rencontrées et les interrogations du quotidien, et encore plus dans une période qui a été chamboulée par les habitudes de chacun, que nous avons lancé l'émission Parlons-en avec la CEDRAP. C'est maintenant donc une collection de tables rondes et de débats autour de grands thèmes pédagogiques en lien avec l'actualité que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre site internet. Alors pour le thème du jour, nous avons choisi développer l'esprit critique des enfants et pour en débattre, donc j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités. Alors Jean-Michel Jakarczuk, vous êtes agrégé de l'aide moderne et professeur honoraire. Vous êtes formateur et rédacteur au cahier pédagogique. Vous avez animé de nombreuses formations et conférences sur des thèmes divers autour de enseigner et apprendre. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont récemment Construisons ensemble l'école d'après. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour débattre de ce sujet. Alors, Keren Desmery, vous êtes chercheur en enseignement moral et civique et violence en milieu scolaire, notamment auprès de l'école primaire des hautes études, du Conseil scientifique pédagogique du ministre de l'Éducation et de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Vous avez publié l'ouvrage Pour une éducation à la liberté responsable, les perspectives de l'enseignement moral et civique, qui est tiré d'ailleurs de votre thèse de l'enseignement sur l'EMC. C'est un écrit adressé à toute personne soucieuse des interrogations liées à mieux vivre ensemble, tant dans l'enseignement scolaire qu'au sein de notre société. Merci d'être là parmi nous et c'est un plaisir donc de vous recevoir aujourd'hui et de vous connaître votre regard sur l'esprit critique. Alors, Sylvain Grancer, vous êtes professeur des écoles, vous avez été chargé de direction pendant 20 ans et maître d'accueil temporaire en L3, M1 et M2 depuis 2001. Vous menez de nombreuses animations, vous êtes entraîneur sportif et vous avez été chroniqueur pour des débats pendant 12 ans sur plus de 300 émissions radio et TV. Vous êtes également rédacteur au Journal des professeurs de l'enfance et désormais dans le mensuel La Classe, une revue qu'on ne présente plus. Vous répondez également à des sollicitations d'autres magazines, bien sûr, pour des réunions publiques, des débats ou des formations. Vous avez une bibliographie très fournie, avec notamment, et pas uniquement, un institut ne devrait pas avoir dire ça, qui va sauver l'école, faire travailler les élèves à l'école, 7 clés pour enseigner autrement, école droit de réponse, lettre d'un jeune maître d'école, qui a été préfacée d'ailleurs par Philippe Mérieux. Bon, la liste est encore longue, donc j'invite les personnes à aller voir votre bibliographie pour ne pas tout citer, parce que ça serait un petit peu long. Alors, vous avez bien sûr aussi collaboré sur plusieurs guides pour les parents dans la collection L'aider à réussir. Donc, merci et bienvenue d'être ici pour débattre de ce sujet. Alors, développer l'esprit critique des enfants, donc un vaste thème. Est-il nécessaire de développer l'esprit critique chez les enfants? Y a-t-il un apprentissage pour y arriver? Nous allons essayer justement d'échanger sur ce thème-là. Peut-être déjà, essayons de donner une définition sur l'esprit critique. Peut-être, Keren, avez-vous, vous, votre définition sur l'esprit critique? Oui, alors, moi, je n'ai pas ma définition. Hein, je dirais que la définition même de l'esprit critique, ça vient, bon, déjà, la notion de critique est intéressante parce que si on regarde l'origine étymologique, donc critico, c'est l'art de discerner, mais c'est aussi l'art de juger les œuvres de l'esprit. Et c'est assez intéressant parce que lorsqu'on parle d'art, ça signifie que non seulement on va faire appel à des aptitudes qui sont que l'on peut considérer comme entre guillemets innées, mais que l'on va chercher donc à développer. Donc il y a cette idée de continuité, de toujours réactualiser, de progresser. Et il y a aussi le fait que notamment, bon, après j'aurai plus l'occasion de parler d'enseignement moral et civique, mais que souvent donc cette idée d'esprit critique est associée aussi à tout ce qui est jugement de valeur. Voilà. Alors, peut-être, Sylvain, vous, dans vos pratiques, vous avez quelques pistes à donner sur cet esprit critique que vous avez pu avoir avec les enfants.
comment l'aborder Oui. justement? Donc, j'ai envie de dire, l'esprit critique, on pourrait le définir un peu par tout ce que ça n'est pas. C'est-à-dire que ça n'est pas, bien sûr, la naïveté, la crédulité, la candeur, mais l'esprit critique, ça n'est pas non plus le rejet de tout. C'est pas non plus de tout balancer, tout rejeter. Donc, il s'agit pas de tout gober, il s'agit pas non plus de tout rejeter. Donc, on est sur quelque chose qui déjà appelle à un certain équilibre, à une certaine nuance. Oui, peut-être je pourrais aussi ajouter une petite pierre à cette définition, peut-être en disant aussi ce que Sylvain vient un peu de le dire, ce que ça n'est pas, et notamment ce n'est pas l'esprit de critique systématique, ce n'est pas l'hypercriticisme qui est très fort aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on ne peut pas poser le problème de l'esprit critique aujourd'hui de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans, on pourra y revenir. Et puis, je pourrais dire que ça se réduit pas, en tout cas, parfois on le réduit au doute, et le doute, c'est pas forcément positif, ça dépend. Et moi, je dirais que les ennemis de l'esprit critique, ça serait donc d'une part l'hypercriticisme, mais aussi ce qu'on appelle le bon sens, qui est souvent opposé finalement à trop de critiques, etc. Le bon sens, ça veut, pour moi, c'est un ennemi en fait, parce que c'est ce qui empêche de penser, et donc peut-être en particulier développer ce qu'on appelle le contre-intuitif par rapport à l'intuition, comme ça, qu'on aurait, on voit, enfin, on pourra prendre des exemples, ils sont nombreux aujourd'hui à propos des vaccins, etc. Comment on s'oppose à l'intuition première et au bon sens, quoi. On pourra y revenir. Est-ce qu'on peut dire qu'avoir un esprit critique est avoir un esprit fort, Sylvain? Souvent, c'est associé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avoir un esprit critique, c'est forcément avoir un esprit fort. Moi, j'ai l'impression, et j'observe qu'avoir un esprit trop fort interdit de pratiquer l'esprit critique, à commencer par soi-même, le travail qu'on fait sur soi-même, nos convictions, nos croyances, nos certitudes. Et je crois justement, une des difficultés qu'on peut avoir en classe, mais aussi dans la société, c'est que pour pratiquer correctement la critique, il faut déjà être dans une posture de remise en cause, de mise en doute, et de mise en route et de mise en doute, qui n'est pas toujours une posture facile, notamment quand on est dans une société du débat, du clash, de l'affrontement, où il faut atomiser l'interlocuteur qu'on a face à soi. Donc effectivement, je pense notamment à des moments cruciaux comme l'adolescence, où il n'est pas facile d'être sur une posture, dans une démarche en tout cas d'esprit critique, parce qu'on est dans des moments de carapace où justement on s'interdit à soi-même le doute pour apparaître fort et sûr de soi. Karen, vous vouliez réagir peut-être? Oui, c'était Philippe Marieux qui disait que l'esprit critique, c'est rien d'autre que l'autre face de l'exigence de précision, de justesse et de vérité, et que l'élève doit s'appliquer à lui-même, mais aussi appliquer aux autres élèves. Et en ce sens, je pense que on se demandait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il faut l'enseigner. Pour moi, c'est primordial de chercher justement à développer cet esprit critique, et ce dès le plus jeune âge, dans la mesure où où un enfant, à partir du moment où il aura cet esprit qui après sera donc éduqué, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il pourra justement, après, par les pédagogies actives notamment, pédagogie de coopération, qu'il pourra être capable de comprendre que d'autres élèves puissent penser différemment et évoluer, notamment, comme on disait, à l'heure actuelle. Mon collègue expliquait que finalement, par rapport à il y a 30-40 ans, on est dans une société de l'information où l'élève est mitraillé de toutes parts, notamment que ce soit dans les médias ou voilà, à la télé, sur Internet. Et c'est cet esprit critique qui, à force d'être aiguisé, va lui permettre justement de prendre du recul et d'adopter cette attitude qui fera que, à la fin, il pourra juger les informations comme bonnes ou mauvaises pour lui. Voilà. Oui, je voudrais ajouter, ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, l'esprit critique, c'est aussi un certain anticonformisme, certaine affirmation de ce que l'on pense soi-même. Et d'un autre côté, penser par soi-même, c'est aussi accepter le doute par rapport à soi-même, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure.
et en particulier douter du doute, en quelque sorte, et douter de son propre doute, parfois, parce que c'est ce qui manque parfois aux gens qui développent le doute, le scepticisme généralisé. Donc, à la fois, il y a l'individuel, il y a du collectif, et donc, effectivement, écouter les autres, écouter les arguments des autres. Et puis, cette idée aussi qui est développée dans le dernier rapport que vient de publier le Conseil scientifique d'éducation nationale sous la direction de Gérard Bronner et de Elena Paschinelli, qui emploie le mot confiance, avoir la confiance dans des sources fiables. Je trouvais ça intéressant comme définition. Voilà, parce qu'il y a quand même, quelque part, il faut faire confiance à un certain nombre de gens, parce que moi j'ai confiance dans le GIEC quand il dit qu'il y a un réchauffement climatique et que les hommes en sont en grande partie responsables. J'ai aucune possibilité par moi-même de vérifier ça, c'est évident, je suis pas du tout un climatologue, donc à un moment donné je fais confiance, et c'est ça qui est difficile, à quel moment on fait confiance et à quel moment on développe une pensée vraiment personnelle. C'est une question délicate et passionnante en même temps. Si je peux prolonger, j'ai retrouvé une expression qui pourrait correspondre un petit peu à nos 3 points de vue de Jean Zay, qui parlait de douter sainement. Et je crois actuellement, pour prolonger ce que vient de dire Jean-Michel Zakhartchouk, on a l'impression que le doute est malsain parce qu'on est à l'heure des fake news, du complotisme, et on a l'impression que le doute est comme ça nourri de quelque chose d'assez détestable. À la question pourquoi il faudrait enseigner cet esprit critique, alors d'abord moi je suis pas sûr que ça s'enseigne. On peut éduquer à l'esprit critique, je suis pas tout à fait sûr que ça s'enseigne. On verra la nuance. Mais je crois que pour répondre à la question rapidement, il y a à la fois une permanence et une urgence. Il y a une permanence qui est que toute l'évolution humaine s'est faite sur la base de l'esprit critique. C'est toujours parce que nos ancêtres ont eu une insatisfaction dans leur compréhension du monde et de ce qu'ils faisaient et de ce qui leur arrivait. C'est dans cette incompréhension du monde qu'ils ont développé leur esprit critique, qu'ils ont inventé des solutions, qu'ils ont trouvé des remèdes face au fatalisme, face au déterminisme. Donc il y a vraiment une permanence de l'esprit critique dans l'évolution humaine. Je suis pas sûr que mon chien ait un esprit critique très développé, si vous voulez, en comparaison. Mais à côté de la permanence, il y a une urgence. Il y a vraiment, je crois qu'on peut pas effectivement parler de l'esprit critique aujourd'hui comme on en aurait parlé il y a 20, 30 ou 40 ans. Il y a une urgence parce que il y a vraiment cette société de la rumeur numérique, hein, des fake news qui sont volontairement diffusées de manière malfaisante. Il y a l'énorme solitude des utilisateurs. Je crois qu'on oublie de le dire. À l'heure des réseaux sociaux, derrière l'illusion d'un collectif qui se connecte, il y a l'immense solitude des usagers, seuls devant leur tablette, seuls devant leur ordinateur, seuls devant leur smartphone, seuls devant tout ce qui les bombarde. Et il y a un moment où c'est pas juste une inquiétude d'enseignants, d'éducateurs ou de papa. Il y a un moment où entre ces phénomènes et la réalisation de certains actes, le lien est établi. Je veux dire, dans l'assassinat de Samuel Paty, au départ, il y a une fausse rumeur. Dans l'invasion du Capitole aux États-Unis, il y a la manipulation à base de fake news. La situation sanitaire mondiale face à la Covid ne serait pas la même si le Brésil avait eu une autre politique sanitaire avec Bolsonaro, qui n'aurait pas été basée, là encore, sur la propagande. Donc, on n'est pas juste dans un exercice comme ça de réflexion philosophique quand on s'interroge à la place de l'esprit critique et surtout comment le développer, cet esprit. Pour moi, on est au cœur de ce qui se passe actuellement. Finalement, enseigner l'esprit critique chez les enfants, c'est quelque part aussi les apprendre à se protéger face aux réseaux sociaux, face aux fake news, etc. Mais est-ce que ce doute, est-ce que c'est pas aussi dangereux d'installer un doute permanent chez les enfants? Comment faire la part des choses, justement? Est-ce qu'on peut regarder quelque chose d'assez bienveillant ou est-ce que ce doute envers tout ce qu'ils vont pouvoir regarder, traverser, toutes les rumeurs, etc. Comment faire la part des choses avec eux? C'est très difficile. Comment les apprendre justement à mesurer l'information et les protéger de tout ça? J'ai envie de dire qu'il faut développer peut-être la vigilance et pas la défiance déjà. Et
et peut-être, oui, dans le rapport que je citais, à un moment, il est dit, attention, on insiste beaucoup aujourd'hui sur les biais cognitifs, et c'est important. Voilà, comment le jugement peut être faussé par un biais, par exemple, parce qu'on a intérêt à dire quelque chose, donc c'est moins fiable si on a intérêt à dire quelque chose que si on n'a pas d'intérêt. Mais en même temps, insister trop sur ces biais cognitifs, ça peut être un peu désespérant et donc finalement encourager le relativisme, parce que tout se vaudrait et tout. Et en plus, je pense qu'il y a un autre aspect, c'est que on parlait de la solitude de celui qui est devant son ordinateur, mais il y a aussi l'exaltation qui peut exister chez quelqu'un de se dire moi j'ai une vérité, tout cela il me mente, et moi j'ai une vérité cachée, je fais partie de gens qui savent le fond des choses, et donc finalement c'est très inquiétant, quoi, ça aussi. Donc il faut aussi lutter contre ça. Mais ça, on pourra en parler peut-être plus tard quand on parle de la pédagogie, mais justement, trouver des formes pédagogiques qui encouragent la coopération d'idées aussi, l'échange d'idées, euh, y compris en pensant contre soi-même et en argumentant parfois contre soi-même, si on trouvait des arguments qui sont contre ce qu'on pense spontanément. Keren? Oui, juste pour dans la même continuité, enfin, moi je trouve que j'aime le doute, hein, sans rester dans le théorique, on dit que voilà, le doute c'est le commencement de la sagesse, mais justement, il faut apprendre à l'élève à douter, à se remettre en question. Je veux dire, c'est l'objectif des fameuses pédagogies dont on parle souvent, hein, coopératives, mais si l'école ne prend pas le temps tout petit d'apprendre aux enfants justement à douter, à se remettre en question, à s'auto-questionner, mais aussi vraiment à s'interroger, hein, c'est ce qu'on appelle le soi au milieu des autres. C'est de cette façon-là qu'on pourra après prévenir tout ce qui est forme de violence, même en milieu scolaire, et éduquer l'élève de telle façon à ce qu'il devienne après un futur citoyen responsable, libre et responsable. Voilà. Je voudrais apporter un dernier point sur pourquoi il faut l'enseigner, mais parce que c'est réglementaire. C'est pas une option du maître ou de la maîtresse, c'est pas un choix personnel de l'enseignant. Il faut travailler l'esprit critique parce que c'est prévu quand même au programme. Il faudrait quand même le préciser. J'ai regardé un petit peu quels étaient les repères annuels du cycle 3. C'est pas facile de trouver trace de l'esprit critique, contrairement à ce que je pensais. Dans les repères annuels, j'en ai pas vu trace ni en CM1 ni en CM2. C'est en 6e. Ce qui m'a un petit peu surpris j'ai trouvé ça sur Eduscol, hein, en tout cas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du jugement critique articulé avec la capacité de l'élève à expliquer ses choix et ses actes. Donc on voit quand même qu'il y a une articulation entre la pensée et l'action, ce qui n'est pas rien. Et il est dit un petit peu plus loin que les élèves apprennent l'exercice du jugement et se forment à l'esprit critique. Et je trouve la formulation intéressante parce que on ne dit pas qu'on les forme à l'esprit critique, on dit qu'ils se forment à l'esprit critique. Je ne sais pas si la rédaction a été volontairement tournée dans ce sens pédagogique, mais effectivement, on sent qu'il y a un travail sur soi à mener. Et de la même manière qu'il y a, il y a des démarches scientifiques qu'on connaît, des procédures, des protocoles, on peut aussi, de manière assez sereine, appliquer un protocole critique. D'où vient l'information que j'ai reçue, comment puis-je la vérifier, est-elle sourcée, est-elle croisée avec une autre, et on peut entrer quand même dans un protocole minimal. Par exemple, je ne transfère jamais une information que je n'aurais pas vérifiée par moi-même. Ça, c'est assez simple quand même comme règle de déontologie personnelle, en précisant que quand je dis ça, je ne pense pas spécifiquement aux adolescents. Rappelons que statistiquement, les retraités sont de bien plus grands diffuseurs de fake news que leurs petits-enfants. Hein, on s'est aperçu, alors ça, étude à l'appui, ça a encore été rappelé il y a peu de temps dans une vidéo que j'ai vue par une responsable du CSA. Faut quand même, là aussi, pensons contre nous-mêmes. On a toujours l'illusion que ce sont les adolescents qui seraient comme ça les plus perméables à des pratiques de fake news, pas forcément. Oui, et j'ajouterais que il me semble important de dire, moi j'avais travaillé un peu sur les programmes de cycle 4, j'ai participé
et où on insistait pas mal sur l'esprit critique, mais avec l'idée, ça a l'air de rien, mais il s'agit pas de former à l'esprit critique comme si c'était quelque chose qu'on atteint un jour, quoi. C'est plutôt former l'esprit critique. Ce qui veut dire que c'est un développement, ou on pourrait dire développer l'esprit critique, c'est-à-dire que c'est permanent, on n'a jamais fini. Il n'y a pas un moment où on atteint l'esprit critique. Je crois que c'est important. Et puis aussi, sur la fiabilité des sources, je pense qu'on peut pas non plus dire qu'il y a des sources qui sont absolument fiables et d'autres qui ne le sont pas du tout. Enfin, si, il y a des extrêmes, mais en gros, souvent, c'est plus ou moins fiable. Et je crois que c'est cette notion de degré de fiabilité, d'échelle de fiabilité, qui est importante, y compris d'ailleurs, là actuellement, par exemple, quand on voit des informations qui sont diffusées sur la santé, quelquefois on dit, bon, c'est des gens qui travaillent dans un laboratoire pharmaceutique. Alors, ça peut effectivement diminuer la fiabilité, pour autant, ça ne remet pas en cause la fiabilité, parce qu'on peut aussi dire des choses tout en ayant des intérêts à défendre qui sont justes. Donc, c'est peut-être le degré de fiabilité qui est intéressant de développer, enfin, chez les élèves. Et en tout cas, les sources, il y a quand même des moyens relativement simples de repérer des mauvaises sources. Par exemple, des sites où il n'y a pas, enfin souvent je dis ça aux élèves, quand il n'y a pas marqué qui sommes-nous et qu'on ne sait pas qui est derrière exactement, ça ne veut pas dire que parce qu'ils auront dit qui ils sont que c'est forcément vrai, mais au moins s'il n'y a pas ça, par exemple, si on ne sait pas d'où ça vient, si c'est pas daté, etc., c'est à douter Vous variez les forcément. sources, en tout cas. Varier les sources, c'est vrai que c'est le meilleur moyen peut-être d'avoir. Karen, vous vouliez intervenir? Oui, juste par rapport à ce que disait Monsieur Grandserre tout à l'heure, je suis bien contente, moi, parce que justement, dans les programmes de MC, il est vraiment question dès le cycle 3, hein, de développer cet esprit critique et de former après l'élève aussi par rapport au jugement moral. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a aucune distinction entre les deux dans les programmes d'enseignement moral et civique, ce qui veut dire que à partir du moment où on va essayer de parler de valeurs, hein, de partager des valeurs, là, forcément, on va toucher donc à tout ce qui est, on va pas dire subjectif parce que justement on va être à la recherche d'un socle commun, d'un socle commun de valeurs que l'on va pouvoir partager. Et ce n'est qu'à partir du moment où justement on va faire appel à cet esprit critique qui, lui, comme on l'a dit, n'est jamais figé, est toujours en expansion et qui doit toujours être travaillé, que l'élève après pourra arriver à se remettre en question et pouvoir entendre justement, comme on le disait tout à l'heure, des pensées qui peuvent être différentes et être confronté à des informations multiples, tout en ayant le recul nécessaire pour savoir l'attitude à adopter. Donc, on voit bien dans ce que vous dites finalement que enseigner l'esprit critique, c'est finalement une démarche intellectuelle, il y a un protocole à suivre, c'est varier ses sources, vérifier ses sources, c'est apprendre aussi à douter pour aller chercher les informations. Et Karen, vous faites vraiment le lien avec tout ce qui est éducation morale et civique, donc le respect aussi, le respect de l'autre, tout ça est lié. Sylvain, vous vouliez apporter aussi un regard particulier sur ce qu'elle vient ce que Karen vient de dire? Un petit peu pour contrebalancer, on a salué le fait que l'esprit critique faisait partie des programmes obligatoires, donc voilà, il y a pas trop à tergiverser sur le fait de travailler cette compétence ou pas. Par contre, on notera quand même que une fois que c'est dans les programmes, ça ne veut pas dire que ce soit dans la classe et surtout pas dans la pratique de classe. Et je crois très souvent, il y a un écart considérable entre ce qui peut effectivement naître d'un consensus ou d'une élaboration des programmes et puis leur arrivée concrète et pratique dans la classe. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que ces programmes, nous sommes amenés à les découvrir plutôt chacun dans notre coin. Ils ne sont pas imprimés, hein, on les reçoit par le biais d'un lien, donc il faut se connecter, il faut les lire devant un écran. Si on veut les avoir en version papier, il faut les imprimer soi-même. Il n'y a pas de temps dévolu à cette découverte des programmes. Moi, à titre personnel, je n'ai pas souvenir en 25 ans, 26 ans, d'avoir eu une seule fois la moindre formation sur des questions de MC. Donc, c'est une démarche personnelle et pédagogique. Donc voilà, il y a quand même aussi à se méfier parfois de
de ce qu'on peut découvrir marqué noir sur blanc, et puis de la réalité des pratiques des classes. Hein. Je me méfie quand même que ce soit pas un catéchisme sans pratiquant, si vous voulez. Il y a quand même ce danger-là. Et puis, on peut pas dire non plus que les enseignants eux-mêmes soient mis dans des positions où leur esprit critique soit fortement sollicité. La tendance est plus à l'obéissance, à une prétendue exemplarité, qui est une façon un peu de faire taire tout le monde. Donc, c'est bien de vouloir de l'esprit critique, c'est mieux quand on se l'applique à soi-même et quand dans l'exercice de sa profession, on peut en user. Alors oui, justement, par rapport au programme, pardon Jean-Michel, allez-y. Non, je voulais dire, dans le prolongement de ce que vient de dire Sylvain Grosser, c'est important aussi que l'enseignant montre à ses élèves un fonctionnement de l'esprit critique pour lui-même, c'est-à-dire quand on fait des recherches avec les élèves voient en vision réelle, en live, ce que c'est que l'esprit critique. C'est-à-dire on va chercher, on va dire tiens, comment je vais savoir ça, c'est contre le prof omniscient et qui doute de rien. Donc il faut aussi faire fonctionner l'esprit critique pour soi-même, et en particulier, je trouve que c'est très intéressant, c'est l'interdisciplinarité. Alors, dans le primaire, ça se pose un peu différemment, mais dans le secondaire, l'interdisciplinarité, parce que moi, donc j'étais prof de français, et j'ai souvent travaillé avec des profs de sciences, par exemple, et il y avait plein de domaines que je ne connaissais pas, et donc, dans des séances communes où on était intervenus à deux, je cherchais avec les élèves, et j'étais à égalité pratiquement pour certains sujets. J'ai montré que j'ai découvert des choses aussi par exemple, on avait travaillé sur le soleil et la lune, et il y a des croyances sur la lune que je pouvais presque avoir et on a vérifié que c'était complètement faux sur l'influence sur le sommeil, par exemple, des choses comme ça, la pleine lune. Bon. Et donc ça, c'est intéressant. Les élèves voient que le prof, il cherche aussi qu'elle n'a pas la vérité comme ça. La vérité, elle se cherche, elle se construit petit à petit. Il y a une vraie difficulté, effectivement, si je pars chez les plus petits, en école primaire en général, enseigner l'esprit critique, par exemple, quand on fait du français, quand on fait des mathématiques, on applique une règle, il n'y a pas de place au doute, quelque part. Donc, comment un enseignant peut passer de sa leçon de mathématiques où on va donner une règle, l'appliquer, bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça, la leçon de mathématiques, mais quelque part, ça peut être aussi de la répétition, on applique sa leçon. Et derrière, faire une séance on va faire de l'EMC, on va essayer de travailler sur l'esprit critique et amener le doute. Alors, je ne sais pas, Sylvain, peut-être vous, en tant qu'enseignant, à un moment donné, est-ce que ça fait bon ménage tout ça? En fait, il faut vraiment distinguer, je pense, deux démarches différentes. On peut vraiment être sur l'exercice de l'esprit critique à la recherche de la vérité. En tout cas, telle qu'elle est constituée aujourd'hui. On parlait du soleil, de la lune, des saisons, par exemple. Il y a pas 36 façons d'expliquer les saisons. Il y en a qu'une. C'est le fait que la Terre soit inclinée. C'est pas parce que la Terre se rapprocherait et s'éloignerait du soleil, comme je l'entends même chez beaucoup d'adultes. Voilà, il y en a qu'une. Donc là, on est dans une recherche de vérité, de constituer, avérée, prouver. Mais parfois, l'esprit critique en classe n'est pas forcément sur ce pan-là. Et je voulais aussi insister là-dessus, l'esprit critique, on l'exerce au retour d'une séance de cinéma. Voilà, et on n'est pas forcément à la recherche de la vérité, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Par contre, on a le droit de dire qu'on a aimé un film, mais il va falloir expliquer pourquoi. Il va falloir donner des critères, des catégorisations. On a le droit de dire aussi qu'on n'a pas du tout aimé un film, mais là encore, il faut donner des critères objectivés. Est-ce que c'est le rythme, le montage, le scénario, le choix des acteurs? Donc voilà, on n'est pas forcément dans une pratique de la critique qui est forcément tout le temps sur des mathématiques ou des sciences. Après, ce que vous disiez, mais même en français, je suis désolé, même une règle orthographique mérite d'être passée au crible de l'esprit critique quand on en fait son histoire, quand on la relativise, quand on voit l'aberration de certaines règles. Et en mathématiques, l'esprit critique, par exemple, peut s'exercer sur je pense par exemple au calcul mental, sur des choix de stratégie. Quelle est la meilleure stratégie pour multiplier par 30? Quelle est la meilleure stratégie pour diviser par 5? Donc, vous voyez, donc on peut faire appel aux méthodes employées par les élèves, les comparer, parfois les confronter.
sans forcément qu'il y ait un vainqueur et un perdant. C'est là-dessus que je voulais insister. Et je pense qu'il y a une chose qui est oui, une chose intéressante, c'est, on parlait de critique de films. Moi, souvent, on allait voir des films parfois un peu difficiles dans le cadre de collège au cinéma. Et moi, je demandais souvent aux élèves, non pas de dire s'ils avaient aimé, pourquoi, mais peut-être d'essayer d'écrire quelque chose, quelques lignes sur quelqu'un qui a aimé ce film, pourquoi quelqu'un a pu aimer ce film. Peut-être que vous l'avez pas aimé, essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui a aimé le film. Et souvent, ça permettait de sortir des choses auxquelles ils pensaient pas forcément. Et après, ils se disaient, mais finalement, ouais, c'est pas si mal. Voilà, c'est sortir du spontané aussi bien des fois, et essayer de trouver. Et puis sinon, je suis bien d'accord aussi sur le français et les règles, etc. Quoi. C'est-à-dire, il y a effectivement des choses qui se discutent pas, mais qui sont pas forcément logiques en plus. C'est peut-être ça aussi c'est de dire bon, à un moment donné, on a choisi la comparaison entre langues, par exemple, montre bien que c'est pas naturel de mettre un S au pluriel. C'est un choix de la langue française. D'autres langues choisissent autrement, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça permet d'avoir du recul sur sa propre langue, et en utilisant les potentialités de l'interlangue, y compris de celles que certains élèves parlent à la maison, différentes du français, peuvent parler à la maison. Alors, Keren, c'est vrai qu'on a changé de diapositive parce que la discussion est allée déjà sur la classe, en fait, comment l'enseigner, à partir de quel âge, avec quels outils. Keren, peut-être vous voulez intervenir sur ça? Oui, bon, déjà concernant l'âge, bon, il y a des études qui ont montré que un enfant, notamment à partir de 3 ans, est capable de discerner ce qu'un adulte peut aimer ou ne pas aimer, qu'à partir de 5 ans, on peut parler de différents points de vue avec les enfants, qu'ils peuvent comprendre que que d'autres enfants n'aient pas le même point de vue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les enfants parlent en pensant et pensent en parlant, hein, c'est ce que disait Michel Todzi. Et bon, alors moi je parle, enfin je raisonne avec forcément l'enseignement moral et civique, parce que je reviendrai sur les programmes après, ce que disait Monsieur Grandserre, parce que justement vous allez voir, il y a eu quelques changements. L'objectif, c'est d'apprendre aux enfants tout petits, par des pédagogies coopératives, à ce qu'ils soient dans l'action, parce que l'esprit critique, comme on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose vraiment qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'expérimente. On est dans l'expérimentation, donc on va avoir un certain nombre de pédagogies, et justement c'est un don, hein, pour l'enseignant. L'enseignant a cette liberté pédagogique, donc il va pouvoir faire appel à tout un panel. L'objectif étant de faire en sorte que l'élève puisse problématiser, conceptualiser, argumenter. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment dans les programmes d'enseignement moral et civique, lorsqu'ils ont été mis en place, donc sur le papier, hein, en 2015, il se trouve que il y a eu un certain nombre de pédagogies qui ont été préconisées. Et ça, j'en parle souvent, parce que malheureusement, avec les réajustements, elles ont été enlevées. Et si pour certains, alors on les appelle les pédagogues, il paraît que c'est un peu négatif, mais moi je les adore. Mais enfin bon, si pour certains enseignants, en fait, ces pédagogies étaient connues, hein, je parle notamment du conseil d'élèves, la technique des messages clairs, la discussion à visée philosophique, les dilemmes moraux. Il m'en manque une dernière qui viendra après. Voilà, mais en fait, oui, les débats argumentés, contradictoires, on voyait même d'ailleurs, enfin c'est un petit détail, parce que on voyait même qu'il y avait une évolution, c'est-à-dire qu'au début il y avait les débats simples en fonction de l'âge, après les débats argumentés, puis les débats contradictoires. Et c'est justement par rapport à cet esprit critique, il y a eu un travail colossal qui a été effectué, parce que ces pédagogies n'étaient pas forcément connues du grand public, en tout cas en 2012, puisque les programmes ont été conçus entre 2012 et 2015. Et malheureusement, lorsqu'elles ont été mises en place, voilà, elles ont disparu. Pour autant, les enseignants qui déjà faisaient appel à ces pédagogies coopératives ont toujours continué à le faire, mais pour les autres, c'est vrai qu'elles ont été enlevées, notamment par rapport
à l'idée que, comme vous le disiez, de pouvoir évaluer si, enfin, on en reparlera peut-être, mais de pouvoir évaluer dans quelle mesure les élèves pouvaient réellement partager et intégrer, j'aime pas trop ce mot-là, mais les valeurs. Et ça a été un point clé, notamment dans la conception des programmes de 2015, qui d'ailleurs après donc ont été modifiés, puisque maintenant on parle juste de débats réglés, hein, et d'échanges contradictoires ou de discussions réglées. Et c'est dommage. C'est dommage parce que justement l'école peut favoriser ce développement de cet esprit critique et ce jugement moral. Voilà. Oui, d'ailleurs, concernant les débats, je pense que c'est important de varier les formes de débat. Là, on a fait un numéro numérique des cahiers pédagogiques sur le débat, où on montre qu'il y a plusieurs formes. Et il y a des débats. La caricature, c'est le débat télévisé de CNews ou je ne sais quoi, où les gens cherchent le clash, etc. Et il faut détruire cette image à l'école, parce qu'elle existe quand même. Et le débat scientifique, par exemple, où on recherche ensemble la vérité, c'est très intéressant. Les débats aussi où on a des rôles distribués, on doit défendre, comme je disais tout à l'heure pour les films, mais c'est dans un débat aussi défendre un point de vue qui n'est pas forcément le sien. Alors après, il y a des âges où on peut faire ça, évidemment, hein, c'est des progressions. Je crois que c'est important et je partage tout à fait ce qui est dit sur l'évolution négative de l'EMC, parce que toutes ces formes-là sont essentielles. Et sinon, effectivement, ça devient un catéchisme et c'est en plus inefficace. Oui, Keren. Oui, non, c'est en vous entendant. En fait, ça m'est revenu. L'autre méthode, c'est la méthode justement des fameux dilemmes moraux. Voilà, c'était l'autre pédagogie qui avait été mise en place aussi en 2015, dont apparemment, d'ailleurs, M. Baki s'est servi, hein, par rapport aux caricatures. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, par ces pédagogies-là, l'objectif, c'était pas forcément de trouver une vérité, puisque c'est ce qu'on appelle voilà, les dilemmes insolubles, mais c'était de faire en sorte que l'élève et les élèves soient libres de s'exprimer tout en apprenant à respecter le point de vue de l'autre. Voilà, ça m'est revenu. Oui, c'est vrai que j'allais y venir. C'est vrai que la recherche de vérité, on a l'impression qu'elle s'adapterait mieux peut-être sur un sujet plus scientifique. Il y a encore que même là, et encore que même là, il y a débat parfois. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est rechercher les vérités et les points de vue de chacun et respecter la prise de parole de chacun, respecter le point de vue de chacun. Ça aussi, c'est important de leur montrer que chacun a son point de vue. De la même façon que vous parliez tout à l'heure de cinéma, ben voilà, pourquoi l'autre a aimé, ça permet aussi c'est un exercice qui permet de voir un autre point de vue que le sien et d'être peut-être un peu plus indulgent sur ces points de vue. Sylvain, on vous a perdu quelques secondes, donc j'espère que vous n'avez pas trop perdu. Peut-être que vous vouliez venir enrichir un petit peu ces propos sur comment l'enseigner, à partir de quel âge et quels outils par des expériences que vous avez pu vous pratiquer. Alors effectivement, de ce que j'entends, il faut vraiment que nos collègues soient assurés d'abord que ça s'instaure dans un certain climat, c'est-à-dire bien sûr la liberté d'expression c'est chouette, donner son point de vue c'est bien, mais il faut pas non plus que ça vire au carnage. Donc on est effectivement on est dans un climat de classe apaisé où la parole est bien accueillie et c'est à l'adulte de montrer l'exemple en premier, en acceptant la diversité des points de vue. C'est pour ça que je parlais de le faire peut-être aussi sur des choses plus neutres qu'un débat pour ou contre qui serait tout de suite qui prendrait peut-être la tournure d'un pugilat. Nous on le fait par exemple à partir de nos lectures, à partir des films qu'on a pu voir. On le fait aussi sur de l'écoute musicale par exemple. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, pardon. Donc on le fait aussi par exemple sur de l'écoute musicale simplement, hein, l'expression des émotions. Voilà, ça c'est assez neutre au moins. Et puis après on peut le pratiquer dans à peu près toutes les disciplines. Hein. C'est une espèce de réflexe que l'on peut avoir dans nos différentes démarches en sciences, en maths, dans l'éducation aux médias. Alors là, bien sûr,
C'est intéressant, mais c'est pas parce qu'on est dans l'éducation aux médias qu'on est forcément dans quelque chose de négatif vis-à-vis des médias. C'est simplement de manière apaisée, regarder les choix éditoriaux, quelles sont les informations portées. Je vous donne un exemple, on l'a fait il y a peu de temps. On a simplement écouté le lancement du journal de 8 heures sur France Inter. Et par exemple, vous regardez vous regardez dans quel ordre sont données les nouvelles, quelle place occupe la Covid, quelle place occupe l'actualité étrangère. Ça, c'est très révélateur de la qualité d'un média. Regardez la place qui est donnée à 7 milliards, 7 milliards et demi d'humains. Ça peut être intéressant comme critère. Voilà. Et là, on peut avoir des discussions apaisées, sereines, des échanges constructifs, des remarques extrêmement pertinentes, sans qu'on soit forcément dans une idée d'un esprit critique et qui ne s'exercerait qu'au détriment des autres. Et vraiment, pour moi, une des urgences qu'il y a à travailler cette question de l'esprit critique, c'est d'éviter que se propage la critique de l'esprit. Parce que c'est quand même ça la tendance actuelle. Je suis ravi que Jean-Michel Zakhartchouk ait parlé justement du GIEC et du dérèglement climatique, parce que on a vu ce qu'était la critique de l'esprit. C'est-à-dire que quand les gens refusent la vérité, ils sont capables même d'affronter des milliers de scientifiques, des milliers d'études pour ne pas changer leur confort de vie et leurs habitudes de consommation. Enfin, ça peut quand même aller très très loin comme forme d'entêtement. Donc attention donc à cette critique de l'esprit qui est très très forte actuellement, où et je le dis d'autant plus qu'avec la Covid, s'est développé un discours aussi comme quoi tout se vaut, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, même eux ne sont pas d'accord entre eux, et du coup on a l'impression qu'on peut s'improviser épidémiologiste. Il paraît que même notre président de la République aujourd'hui aurait des compétences d'épidémiologiste, a dit le ministre de l'Éducation. Donc vous voyez, donc faut se méfier un petit peu de cette tendance, oui. Oui, d'ailleurs, se pose la question de l'expertise, qui est aussi compliquée, parce que les experts n'ont pas forcément raison. Et dans quel domaine on est expert aussi, parce qu'aujourd'hui, on a vu avec les problèmes d'épidémie que les gens s'autoproclament experts alors qu'ils sont pas épidémiologistes. De même que Claude Allègre sur le climat en parlait pour nier le réchauffement alors qu'il n'est pas un spécialiste du tout du climat. Bon, donc ça c'est important. Et je crois que c'est important aussi aujourd'hui. On a envie parfois de critiquer les médias, mais en englobant tout le monde dans le même sac, alors que il y a des journalistes qui travaillent, qui sont professionnels, et je crois que c'est important aussi de valoriser la presse qui reste quand même la pire des choses à l'exception de tout le reste, quoi. C'est-à-dire si on n'a pas une presse libre, même si elle n'est pas aussi libre qu'on voudrait, c'est quand même un travail professionnel, et donc je crois que c'est important. Par exemple, France Inter qui fait des émissions avec les jeunes, je sais plus comment ça s'appelle, pour sur l'éducation aux médias, les radios qui normalement devraient se développer dans les collèges, parce que normalement, on va dire, à chaque collège, il devrait y avoir une radio. Ça apprend aussi le métier de journaliste quand on est élève, avec les limites, mais c'est important aussi de voir comment on crée, d'où vient l'information, comment elle se développe. Tout ça, des élèves ignorent tout de ça. Et en particulier, le thème du journaliste. Ouais. Et en plus, les images aujourd'hui, qui est quelque chose de capital, puisque circulent sur Internet des images qui sont complètement fausses, et en plus, on arrive à faire des trucages aujourd'hui qui sont techniquement superbes et qui sont très inquiétants, quoi, pour l'avenir. Oui, Keren, je vois que vous avez voulu réagir. Oui, c'est ça. Non, enfin, pareil, c'est fou parce qu'à chaque fois que j'interviens juste après M. Zakhartchouk, et je suis vraiment dans la continuité. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans des établissements, donc que ce soit en primaire ou au collège, notamment auprès d'élèves dans le cadre de l'enseignement moral et civique et de tout ce qui était éducation aux médias, à l'information, mais aussi la cyberaddiction, ou donc tout ce qui est réseaux sociaux. Et il y a une chose qui est assez déconcertante, c'est que à l'heure actuelle, les élèves n'ont absolument pas la notion, ils sont complètement décalés par rapport à la réalité sur beaucoup de choses. Il y a cette notion d'identité, beaucoup ne la conçoivent pas, et on a l'impression qu'ils sont complètement en décalage entre ce qu'ils peuvent entendre
ou voir même à la télé ou même dans des films d'action, hein, et ce qui peut se passer dans la réalité. Et le problème qu'il y a, c'est que notamment, bon, là, on parlait de choses qui peuvent circuler sur Internet, mais voilà, on leur expliquait que, par exemple, lorsqu'ils envoient une photo d'eux à quelqu'un, quelle que soit la tenue ou quoi que ce soit, ces photos peuvent circuler, que d'un moment ou enfin, qu'à un moment ou à un autre, il y a notamment, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce qu'on appelle la baleine bleue, le Momo Challenge. Il y a des choses, il y a des, comment ça s'appelle, des choses qui circulent où entre élèves, en fait, finalement, on va les amener à faire des challenges jusqu'au suicide. Hein. Enfin, voilà, il y a des choses qui circulent et les élèves n'ont pas l'idée de dire, ben voilà, il faut que je demande de l'aide à quelqu'un de différent, et justement n'ont pas appris à prendre ce recul en se disant que bon, bah là, c'est du faux, c'est du virtuel, ce n'est pas du réel. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on parlait vraiment de l'âge à partir duquel on pouvait aborder toutes ces notions, il faut le faire jeune. Il faut le faire jeune parce que c'est à un moment ou à un autre, les élèves seront confrontés à des situations qui, pour nous, plus vieux ou même enseignants, finalement, on n'a aucune idée de ce que peuvent vivre les élèves au quotidien, notamment dans les classes, mais aussi chez eux, parce qu'ils sont souvent, juste, comme on le disait, derrière leur écran, et il n'y a pas beaucoup de parents qui mettent en place le fameux, vous savez, je crois que c'est l'accord parental, où il y a un certain temps limite où les élèves peuvent passer, que les élèves peuvent passer derrière leurs écrans. Bon, moi dans la classe, enfin il y avait 3 classes mélangées, ils étaient 72, j'en avais un seul qui avait les parents qui avaient activé voilà cette option. Et juste pour finir sur ce point, je sais que par rapport aux pédagogies actives, hein, les pédagogies vraiment coopératives où on expérimente, moi l'enseignement moral et civique, je le dispense en prison, hein, donc en milieu carcéral. Et dans ce milieu-là, je suis dans le quartier mineur, donc là le MC est obligatoire, mais aussi dans le quartier majeur. Et ce qui est, bon, j'ai eu des résultats assez enfin, phénoménaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en prison, on n'a pas de matériel. En prison, les feuilles sont des armes, les stylos sont des armes, tout peut être, enfin, on n'a pas le droit d'avoir de réels supports. Et ces pédagogies-là, lorsqu'on les utilise, on voit vraiment que les jeunes, eh ben, ça cogite, ça expérimente, ça vraiment ça rentre dans l'action. Et moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, mais madame, ce que vous faites là avec nous, c'est trop tard. Fallait le faire avant. Voilà. Donc, je pense vraiment que le fait de pouvoir développer cet esprit critique et ce jugement moral pour apprendre là aussi, comme on le disait tout à l'heure, à respecter le point de vue des autres, sans pour autant le partager, mais du moins le comprendre, c'est vraiment primordial, parce que c'est ce qui fait qu'après, on pourra prévenir et agir à une moindre échelle, mais en tout cas, je pense vraiment par l'enseignement, notamment par l'enseignement moral et civique, qui, lui, est censé être transversal, hein. Voilà, l'interdisciplinarité, c'est aussi en français, on peut utiliser les fables, enfin voilà, il y a de multiples supports, mais c'est ce qui fait qu'après, justement, on pourra vraiment prévenir les violences et éduquer à une liberté responsable. Voilà. Oui, j'aurais juste rajouté, par rapport à la fiction et par rapport à la confusion entre le virtuel et le réel, la fiction et la réalité, c'est que la fiction peut être un allié si justement on travaille avec les élèves sur la distinction entre la fiction et la réalité. Par exemple, théorie du complot, en littérature, ça donne des choses parfois passionnantes au cinéma, dans les romans. Moi, j'aime bien qu'il y ait un complot parce que c'est fascinant, il y a des maîtres cachés, etc. Et justement, par exemple, en faisant écrire des récits de science-fiction, des choses comme ça. On avait travaillé aussi sur le fantastique, les fantômes, ça c'est très bien en littérature, mais on avait comparé chaque fois avec des documents qui montraient par contre que ça reposait pas sur la réalité. Et donc, je crois que la fiction peut être un allié justement si on sait aider les élèves à séparer ce qui est fictionnel et qui échappe d'une certaine façon à l'esprit critique à un certain moment, ce qu'on appelle le pacte de lecture, c'est-à-dire à un moment donné, quand on lit de la science-fiction, on accepte plein de choses qu'on n'accepterait pas dans la vie réelle, ou dans le fantastique, on accepte qu'il y ait des revenants, etc. Et donc on met entre parenthèses peut-être l'esprit critique à ce moment-là pour justement apprécier, goûter les émotions qu'on peut avoir, le plaisir de transgression et tout ça.
mais voilà, c'est pas la réalité. Donc c'est important de travailler sur ces deux dimensions, d'où l'importance de l'interdisciplinarité d'ailleurs. Oui, Oui. Sylvain, je crois que ça fait vous vouliez intervenir, oui. Il n'y a pas de souci. Exemple tout bête hein, de pratique de classe. Juste avant les vacances, on s'est amusé à fabriquer des fake news, nous aussi, en allant chercher des photos sur Internet et en les détournant, tout simplement. Voilà. Je sais pas, on est allé chercher la photo de la tour de Pise et on a essayé de trouver des titres. Donc, par exemple, vaccin caché en Italie, surabondance, la tour penche. Enfin voilà, voilà, c'est en étant dans la pratique et dans la fabrication qu'on peut aussi se rendre compte avec quelle facilité ça peut avoir lieu. Tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite sur le climat de classe, l'état d'esprit dans lequel il faut que la classe soit disposée pour convenablement pratiquer peut-être des échanges. Je crois qu'il faut quand même insister de manière très concrète. Hein. On a des outils pédagogiques qui ont été utilisés depuis longtemps. Effectivement, c'est la réunion de coopérative, la réunion hebdomadaire qui permet un petit peu de mettre à plat et calmement et en se donnant la parole, de voir quels ont été les problèmes de la semaine, quelles sont les propositions, éventuellement les félicitations, les projets, les informations. Il y a bien sûr toutes les procédures de gestion de conflits et de problèmes. C'est très important que les élèves nous voient à l'œuvre en train de gérer un problème. Comment on fait, nous, quand on gère un problème? Est-ce qu'on balance les cahiers? Est-ce qu'on pousse des cris? Est-ce qu'on frappe? Ou est-ce qu'on entre dans un process où on écoute le plaignant, on écoute l'accusé? Le plaignant n'a pas forcément raison, l'accusé n'est pas forcément coupable. Le témoin, c'est pas le meilleur copain qui donne son opinion. Un témoignage n'est pas une opinion n'est pas un témoignage. Donc voilà, il faut que nos élèves nous voient œuvrer concrètement. Je pense à tout le travail qui est fait sur les codes de classe, les droits, les devoirs, les interdits, surtout l'articulation entre les droits, les devoirs et les interdits, montrer que à chaque fois l'un répond à l'autre. Bien sûr, tout ce qui est sur les permis de circulation dans l'école, des choses comme ça. Sur l'urgence, quand même, un mot, parce que j'entendais tout à l'heure, effectivement, Keren parler de la place qu'occupent aujourd'hui les écrans dans la vie de nos élèves. Je regardais le baromètre Harris de 2020. C'est absolument, on en est à une consommation chez les enfants d'environ 4h15 d'écran par jour. 4h15. Donc le temps de classe annuel est largement dépassé par le temps d'écran. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Et puis, moi, j'imaginais que quand on a 4h15 de moyenne de 4 à 14 ans, bah, ça va en croissant, mais pas du tout. C'est-à-dire, ce qui est sidérant dans cette pratique des écrans, c'est qu'elle est à peu près homogène. Dans le baromètre Harris, on est à 4 heures chez les enfants de maternelle et on est à 4h30 à peu près au collège. Donc, finalement, il y a plus du tout ce qu'on a connu il y a quelques années. Faut vraiment avoir conscience qu'il y a un phénomène très, très, très récent d'invasion douce des smartphones que j'explique par 3 phénomènes. D'abord, le forfait à 2 euros. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, détenir un téléphone, c'était presque un objet de luxe parce qu'il y avait le forfait déjà. Aujourd'hui, il est à 2 euros. Il y avait l'acquisition de l'objet, alors qu'aujourd'hui, finalement, on récupère le téléphone du grand frère, de la grande sœur, du papa, de la maman. On est la première génération à jeter des objets qui fonctionnent. Et puis la troisième chose, quand même, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, beaucoup de nos concitoyens habitent loin de leur lieu de travail et laissent leurs enfants loin d'eux, ce qui semble se compenser par l'acquisition de ce téléphone. Et c'est pour ça que dès le début, je parlais de la solitude de cet usage. On est avec des élèves qui très très tôt ont leur propre écran. C'est fondamental. Moi, quand j'ai commencé, on se battait contre la télé. Mais la télé, finalement, c'était chouette comme adversaire. C'était facile. C'était un écran familial. Aujourd'hui, c'est un usage individuel, personnel, isolé, qui se fait dans son coin, avec déjà, dès la maternelle, des tablettes, et puis après, très très vite, le smartphone. Et donc, faut se rendre compte le niveau d'exposition de nos élèves à ces images, alors bien sûr racistes, xénophobes, homophobes, pornographiques. Et puis, bien sûr, à quel point ils sont constamment mis face à des informations face auxquelles on ne peut les protéger qu'en leur donnant quelques rudiments de self-défense, quoi. C'est presque ça, c'est vraiment quelques gestes barrières face au flot continu d'informations. Oui, d'ailleurs, dans ces
informations diverses. Il y a un substitut de l'esprit critique qui n'est pas du tout l'esprit critique, c'est la dérision permanente aussi. Et ça se développe dans les émissions diverses de divertissement. Il y a beaucoup la dérision de tout, et c'est pas du tout ça l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, c'est aussi justement la valorisation de la recherche, de la coopération, de l'écoute des autres. C'est pas du tout la dérision qui peut exister, mais c'est une composante faible et minoritaire de l'esprit critique. Et j'aurais voulu ajouter aussi dans les pratiques de classe, il me semble que l'esprit critique, ça se développe aussi à travers l'évaluation des élèves. Non pas l'évaluation de l'esprit critique, mais l'évaluation. C'est-à-dire si on est dans une évaluation où il y a une part d'auto-évaluation par les élèves, en tout cas on demande aux élèves leur avis sur eux-mêmes aussi, sur leur propre parcours, c'est aussi développer l'esprit critique. Moi, j'ai demandé des choses très simples, du genre, sur une échelle de 1 à 5, comment vous vous situez dans votre travail du trimestre, par exemple. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des élèves qui se sous-estimaient, des élèves qui se surestimaient. En général, c'est plutôt les filles qui se sous-estimaient. Et donc ça aussi, c'est l'esprit critique qu'on peut développer. D'ailleurs, parfois, justement, il y a l'esprit trop critique par rapport à soi-même aussi qui peut exister. Donc, faire participer les élèves à leur évaluation, et y compris leur auto-évaluation de l'esprit critique. Est-ce qu'ils arrivent plus à distinguer les causes et les corrélations? Est-ce qu'ils arrivent plus à définir des critères de fiabilité? Est-ce qu'ils arrivent à savoir ce que veut dire prouver quelque chose? Bon, et ça, il faut les faire participer, les impliquer dans cette évaluation. Ah oui, Sylvain, allez-y, pardon. Je veux bien prolonger, effectivement, sur la question de l'évaluation de l'esprit critique. Franchement, mon opinion n'était pas faite avant l'émission. Quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je trouvais ça difficile quand même. Mais je crois quand même, à partir du moment où on met les élèves dans des situations concrètes de réalisation, il y a quand même moyen d'objectiver certains critères. Si nos élèves travaillent sur une enquête, sur un exposé, sur la rédaction d'un article, je faisais tout à l'heure le parallèle, et j'y reviens, entre la démarche scientifique, qui répond quand même à certaines règles. Je pense qu'on peut avoir une démarche critique vérifiable quand même, comme on le disait, quoi, sur la vérification des sources, la variété des sources. Comme le disait Jean-Michel, l'auto-analyse. Je croyais que ceci, j'ai appris cela. Ça peut être intéressant aussi, effectivement, de demander aux élèves, vous avez travaillé sur telle période d'histoire, sur tel pays, sur tel personnage. Finalement, en quoi avez-vous changé d'avis? Parce qu'on sait bien, apprendre, c'est changer d'avis. Apprendre, c'est changer de la représentation qu'on avait des choses. Si demain, je travaille pendant 3 semaines sur la Chine, je suis persuadé que ça va complètement faire changer ma représentation de la Chine. Donc, ça prouve bien que c'est ça la difficulté. Pour apprendre, il faut quand même accepter au départ, en tout cas, on n'a pas le choix à l'arrivée, de changer nos représentations. Donc, ça, on peut effectivement faire participer les élèves à ce travail. Donc, il y a quand même moyen d'évaluer l'esprit critique. En tout cas, la démarche d'esprit critique. Est-ce que les élèves sont entrés dans une démarche de recherche documentaire qui était très chère à Célestin Freinet? Est-ce qu'il y a bien eu des vérifications de base? Est-ce que les informations données ont bien fait l'objet d'un contrôle? Voilà, là-dessus, ça me paraît quand même tout à fait fiable, en sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, la recherche documentaire, qui était tellement livresque il n'y a pas si longtemps, est devenue presque exclusivement une recherche numérique, ce qui, paradoxalement, encombre les élèves, hein, c'est-à-dire quand on avait juste un atlas en classe ou un BTJ, enfin quand on avait peu de documentation, finalement ça allégeait la charge des élèves. Aujourd'hui, quand on a 9 ans et qu'on se retrouve sur Internet à vouloir faire un exposé sur les dauphins, enfin on reçoit des dizaines de milliers de réponses. Donc paradoxalement, on est passé d'un manque à un trop-plein, et à nouveau, on voit la nécessité d'avoir des bases dans notre attitude, dans nos démarches de recherche, d'enquête et de vérification. Oui, Keren.
Oui, alors concernant l'évaluation de l'esprit critique, bon, moi j'en parle forcément dans le cadre de l'enseignement moral et civique parce que finalement, cet esprit critique, le fait de développer cet esprit critique et de former le jugement moral, c'est l'un des objectifs clés de cet enseignement moral et civique. Et lorsqu'il a été mis en place, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 2012 et 2015, le volet qui a été le plus difficile, ça a été celui de l'évaluation, parce qu'il était forcément question de valeur. Et pour moi, ce que les études, enfin ce que mes études en tout cas ont démontré, c'est que forcément cet esprit critique n'est pas dissociable des pédagogies. Et pourquoi en réalité on a enlevé ces fameuses pédagogies coopératives dans les programmes de 2018? Enfin, la réponse a été notamment de la directrice du Conseil supérieur des programmes, hein, donc là pour une fois la source est fiable. C'est que en fait on est arrivé, l'argument qui a été pris, c'était de dire on ne peut pas évaluer si un élève ou pas peut avoir intégré ces valeurs, voilà. Et je trouve ça dommage parce que, comme disait M. Grandserre tout à l'heure, lorsque dans le cas de ces pédagogies, on peut donc évaluer au moins la démarche. On voit lorsque les élèves sont dans l'action, lorsqu'ils essayent d'expérimenter, on voit les changements. Bon, moi, je suis toujours avec mon milieu carcéral, mais moi je vois les changements. Quand on a... quand on est enseignant et qu'on se retrouve face à des élèves qui changent, qui évoluent au cours des mois, on voit qu'il y a quand même quelque chose, en tout cas, qui a résonné quelque part. Et ce que je trouve dommage, c'est de se dire, finalement, comme on ne sait pas vraiment, comme on ne peut pas vraiment évaluer si les élèves ont intégré, on enlève tout. Voilà. Ça a été pour moi très, très dur parce que justement, quand après j'ai dû... après ma soutenance, j'ai dû analyser vraiment l'EMC sur le terrain et en tant qu'enseignant, mais aussi aller dans d'autres classes réputées assez violentes. À peine ces pédagogies avaient été mises en place, qu'elles ont été enlevées. Donc, j'ai pas pu, moi, ça a été particulièrement frustrant peut-être, mais aussi dommage, vraiment triste parce que finalement, à peine, j'ai pas pu réellement sur le terrain, j'ai pas pu réellement analyser la manière dont les élèves pouvaient réagir à ces, je parle nouvelles pédagogies, hein, pas, on est d'accord, hein, je parle de tous les enseignants qui avant ne les utilisaient pas. Et donc oui, l'évaluation, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Et d'ailleurs maintenant dans les nouveaux programmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit les pédagogies vraiment aux débats réglés, aux discussions réglées, aux échanges contradictoires, avec cette obligation de trace écrite. Et voilà, on a vraiment tout cadré. Et c'est dommage parce que justement l'enseignement moral et civique, on aurait pu en faire, et je pense que certains enseignants le font, hein, j'y crois vraiment fort, mais en faire un moment privilégié pour les élèves, hein, notamment en primaire on a droit à 1 heure par semaine, au collège et au lycée c'est 1 heure quinzaine, mais je sais, pour l'avoir en tout cas vu dans certaines écoles primaires et où à problème, hein, c'était pour les élèves, c'était leur moment. Tout à l'heure, Monsieur Ronsard parlait du conseil un peu du conseil d'élèves, hein, voilà la fameuse heure où finalement on va parler des choses qui vont, de choses qui ne vont pas, mais il y a une remise en question de la part de ces élèves. Il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir que peuvent avoir ces pédagogies coopératives. Et je sais que dans cette émission, il y a un public qui est vraiment familiarisé avec ça, mais pour les enseignants qui ne le sont pas, c'est un don, vraiment, c'est quelque chose de précieux, ces pédagogies. Voilà. Et je pense vraiment que cet esprit critique, si on arrive à le développer, c'est ce qui fait que même l'élève pourra voir même l'école autrement, parce que c'est le moment où finalement l'école s'adapte à lui, l'école vient vers lui, elle ouvre ses portes et voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est Oui, puis j'ai envie de dire par rapport à cette question de l'évaluation, je pense toujours à il y a une vidéo d'un chercheur québécois qui s'appelle Marc-André Lalande qui explique dans cette vidéo que finalement ce qui est le plus facile à évaluer, c'est souvent le moins intéressant, et ce qui est le plus intéressant est difficile à évaluer. Oui, c'est difficile, mais quand même je pense qu'il y a des repères qui permettent d'évaluer
en tout cas les effets de cette formation à l'esprit critique, peut-être pas directement l'esprit critique, mais les effets, on a vu plusieurs exemples. Et je crois qu'en ce moment, par exemple, la main à la pâte, que, qui est donc un dispositif qui permet l'enseignement des sciences et de façon très active, réfléchit là-dessus justement. Je pense qu'on peut trouver des indicateurs pour voir la progression de l'esprit critique. Et dans la discipline que j'enseignais, le français, on voit bien des élèves qui sont capables justement de porter un jugement critique sur un texte, d'essayer. Il y a par exemple une chose très simple aujourd'hui, moi je ne supporte pas sur les réseaux sociaux les gens qui balancent des citations sans aucune référence. Des fois c'est un personnage qui a dit ça, alors il y a en plus des fausses citations de Orwell ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est mettre. Moi, chaque fois que les élèves mettaient une citation avec la source, je disais c'est très bien. Voilà, ça, pour moi, c'est bien plus important parfois que de savoir accorder le participe passé ou quelque chose comme ça. Donc, oui, je pense qu'il y a des moyens d'évaluer les effets d'une formation à l'esprit critique. On arrive un petit peu au bout de l'émission, même si je sais qu'il y a plein de choses à dire. Sylvain, peut-être un dernier mot? D'abord, regretter, comme l'a exposé Keren Demrick, que l'EMC soit toujours un enjeu extrêmement politique. On le voit bien, hein, la question de la morale. Est-ce que la morale doit être laïque? Est-ce que c'est l'enseignement qui est laïque de la morale? Je trouve qu'il y a de toute façon une ambiguïté dans l'EMC, parce que d'un côté, il y a ce travail sur l'esprit critique qui doit être fait, et dans les contenus même de l'EMC, il y a des intouchables, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, puisque cohabitent dans l'EMC la prévention routière, les premiers secours, mais aussi le drapeau français, la Marseillaise. Enfin, on est toujours dans cette ambiguïté autour de ces questions morales. Autrefois, c'était sur les bienfaits présupposés de la colonie, des colonies. Hein. Rappelez-vous, il y a eu des débats comme ça. Le roman national, la place qu'on doit laisser. Quel récit va-t-on faire de Jeanne d'Arc ou de Napoléon? Enfin, il y a toujours un enjeu et une crispation idéologique autour de ces questions morales, voire civiques, hein, parce qu'après tout, dans l'esprit critique, si on l'accepte jusqu'au bout, on pourrait remettre en cause, par exemple, le fait d'aller voter. Hein. Nous, les enseignants, on propage l'idée que c'est important de voter. C'est une valeur de la République. Mais l'esprit critique pourrait aussi dire que, enfin, ça se critique, je veux dire, d'un point de vue philosophique. On n'est pas obligé d'accepter le système électoral tel qu'il est et qui est tout à fait aussi critiquable, avec, par exemple, quand on ne prend pas en compte le vote blanc. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, au sein même de l'EMC, il y a des choses qui cohabitent, qui sont assez antinomiques et qui ne disent pas leur nom. Donc, et puis, peut-être malheureusement, sur une note tout aussi négative, dire que, et j'insisterai là-dessus parce que c'est toujours ça la vérité, c'est que si on ne met pas des heures de formation, si on ne met pas au cœur des animations pédagogiques, des exemples de ces pratiques, si des collègues ne sont pas accompagnés, il est extrêmement difficile d'évoluer dans nos pratiques respectives si on les a pas vécues et si on les a pas vues. Donc, la dernière chance qui reste dans ce cadre-là, c'est la formation continue. Et malheureusement, à l'école primaire, vous savez qu'elle a été réduite au sol français et mathématiques. Hein. Donc, à nouveau, il y a une ambiguïté parce qu'on nous brandit les valeurs de la République après chaque drame, chaque attentat, chaque complot, etc. Mais le lendemain, on ne fait rien. Moi, je veux quand même le dire haut et fort. Le lendemain, il ne se passe rien. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a rappelé les valeurs de la République, on repart sur lire, écrire, compter. Voilà, et respecter autrui, ce qui est toujours une façon assez passive de concevoir la citoyenneté. Bon, si vous permettez, je ne vous dirais pas que c'est une note négative, mais plutôt un esprit critique. Là, pour le coup, très critique. C'est très difficile de conclure de tout ce qui a été dit et je sais que chaque point aurait pu être débattu encore très longtemps. Moi, ce que j'ai entendu à un moment donné un mot, et ça sera un petit peu la conclusion, ce qui est sûr, c'est que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est quelque chose d'essentiel. J'ai entendu un mot qui m'a beaucoup percuté, c'était le mot urgence. Et l'urgence, elle a été dite à plusieurs reprises, déjà par la réalité des enfants d'aujourd'hui et des adolescents d'aujourd'hui qui sont confrontés aux écrans. Et ce qui est dans un écran est pratiquement une vérité pour eux. Donc cet esprit critique, c'est justement leur permettre de douter de tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur support qu'ils ont 4 heures par jour, visiblement, hein, plus de 4 heures par jour. Donc ça, c'est important. Et finalement, ce doute qu'on va leur mettre va permettre aussi de respecter l'autre pour savoir que
l'autre peut avoir un autre point de vue. On l'a vu par les exemples que vous avez donnés dans les pratiques, etc. Que ce soit dans et si moi j'avais aimé le film ou tout simplement dans des débats de l'EMC qui sont proposés. J'ai entendu aussi que dans cette urgence, finalement, l'esprit critique, c'était l'objectif, c'était aussi de les protéger et puis faire finalement d'eux des adultes de demain qui sauront se protéger aussi, protéger sa famille, mais protéger aussi peut-être certains acquis ou protéger des choses, voilà, en tout cas être actif dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que démarrer dès le plus jeune âge, comme Keren le disait, il n'y a pas d'âge, on peut tout petit déjà leur apprendre à partir de 3 ans déjà, ils savent intervenir. Donc, on voit l'importance de l'esprit critique. Je sais que voilà, vous êtes des gens de terrain et les enseignants, malgré les programmes, etc., continuent. Enfin, moi, en tout cas, je suis souvent à travailler avec des enseignants qui sont auteurs aussi, mais pas que. Et c'est vrai que dans leurs usages, on voit qu'ils font encore tout ce que vous avez dit. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui sont très actifs. Et j'ai trouvé intéressant de terminer sur l'évaluation. L'esprit critique qui au départ, effectivement, moi-même, je me disais, mais comment évaluer l'esprit critique? Et je crois qu'effectivement, la démarche, elle, oui, peut être évaluée et leur montrer qu'il y a une démarche à avoir. Voilà, donc finalement, l'urgence, elle y est. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Je crois que c'est dans la volonté de tous. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Ça a été très, très riche. Et voilà, donc l'urgence, la note négative, non, un vrai témoignage d'esprit critique, je dirais. Voilà, ça c'est sûr de la part de votre part, en tout cas. Merci d'être là et puis d'avoir accepté notre invitation et surtout pour tous vos éclairages et votre témoignage. Oui. Merci. À tous. Bonsoir à tous.